Au cours de votre travail sur les Jeux Olympiques de Paris 2024, vous avez vu qu'il va falloir nourrir une population importante tout en respectant l'environnement. Au cours de cette vidéo, nous allons découvrir comment rendre l'agriculture durable. Tout d'abord, commençons par rappeler que le village olympique sera construit sur les communes de Saint-Denis et de Saint-Ouen, en Seine-Saint-Denis, au nord de Paris. Commençons par présenter le constat actuel. Nous nous sommes posé la question: quelle agriculture est pratiquée dans la région parisienne? Rappelons que la région parisienne comporte de nombreux départements. Autour de Paris, nous trouvons le Val-de-Marne, la Seine-Saint-Denis, les Hauts-de-Seine, mais également la Seine-et-Marne, l'Essonne, les Yvelines et le Val d'Oise. L'Île-de-France compte au total 12 millions d'habitants. 23 000 personnes sont attendues dans le village olympique lors des Jeux olympiques de Paris 2024, dont 15 600 athlètes pendant les Jeux. Nous attendons également 15 à 20 millions de visiteurs. Cela fait beaucoup de monde à nourrir. Pour cela, nous comptons sur 5 075 exploitations agricoles. Ces exploitations agricoles représentent 48% de l'Île-de-France. En fait, la moitié de l'Île-de-France, presque la moitié de l'Île-de-France, est recouverte par des exploitations agricoles. Les départements qui en comptent le plus sont l'Essonne, la Seine-et-Marne et les Yvelines. Les exploitations agricoles d'Île-de-France produisent essentiellement des céréales comme le blé, l'orge, des pois protéagineux, donc des pois avec beaucoup de protéines, mais également des oléagineuses comme le colza. Ce sont des plantes qui vont produire de l'huile. En région parisienne, l'agriculture fait face à une urbanisation croissante. Cela veut dire qu'il y a de moins en moins d'exploitations agricoles et de plus en plus de villes qui sont construites. Quel est l'état des ressources naturelles? La ressource naturelle principale pour l'agriculture, c'est le sol. Regardons l'état des sols. Ici, sur le site du village olympique, nous avions l'entreprise A+ Logistics, qui a pollué les sols avec des hydrocarbures, des métaux lourds. Nous avions également l'entreprise SNCF La Plaine. Sur le site de La Plaine, il y avait des locomotives dans lesquelles nous mettions du carburant, le diesel. Le sol a donc été pollué par ces hydrocarbures, le diesel. Des mesures pour dépolluer les sols sont en place. Il y a également des mesures pour éviter une nouvelle pollution. Résumons. Le sol est un écosystème. Vous avez vu en 6e ce qu'était un écosystème. Un écosystème comporte une partie non vivante, les sédiments, mais également une partie vivante. Ces êtres vivants sont les bactéries, les champignons, les animaux, comme les insectes, les vers de terre, mais également les végétaux, qui ont une partie souterraine, les racines. L'activité industrielle passée a pollué l'écosystème sol. Il contient des hydrocarbures, des métaux lourds. Ces produits sont toxiques pour les êtres vivants du sol. Des mesures sont prises pour dépolluer les sols et pour éviter de nouvelles pollutions. Les activités humaines ont donc des conséquences sur les écosystèmes. Continuons ce constat actuel en regardant quel est l'état de la biodiversité. Nous rappelons que la biodiversité est l'ensemble de la diversité des êtres vivants. Regardons également quelle est l'importance de cette biodiversité pour l'agriculture. Nous rappelons que les plantes à fleurs pratiquent la reproduction sexuée. Le pollen
qui est la cellule reproductrice mâle, doit être transportée jusqu'à l'ovaire qui contient les ovules, qui sont les cellules reproductrices femelles. Le pollen et les ovules se rencontrent, fusionnent, c'est la fécondation. Il y a alors naissance d'une graine. Ce transport du pollen vers l'organe femelle se fait grâce à des insectes pollinisateurs. Voici quelques exemples d'insectes. L'abeille domestique, les bourdons, les abeilles solitaires, les papillons, les cirphes, les coléoptères, etc. On voit qu'il y a plusieurs insectes pollinisateurs. Il y a donc une diversité d'insectes pollinisateurs. On peut parler d'une biodiversité. Cette biodiversité est importante pour l'agriculture car elle permet la reproduction des végétaux qui sont produits. Mais alors, quel est l'état de cette biodiversité en région parisienne ? Cette biodiversité peut se mesurer. On peut la mesurer scientifiquement en suivant un protocole qu'on appelle le protocole SPIPOL. C'est un protocole très simple que vous pouvez essayer. Pendant 20 minutes, on photographie tous les insectes qui se posent sur une fleur. Regardons quelques photos prises par un habitant de Saint-Denis. En 20 minutes, il a photographié 6 insectes différents qui se sont posés sur la même fleur. Finalement, c'est assez peu. On peut dire que le milieu urbain, les villes, sont hostiles aux insectes floricoles. En effet, ces insectes vont perdre leur habitat. Il n'y a plus d'arbres, de buissons, le sol est bétonné. Il y aura donc moins de papillons, ce qu'on appelle les lépidoptères, moins de coléoptères, moins de diptères. On peut le prouver grâce à ce graphique. Ce graphique présente 3 types de milieux: urbains, les villes, le milieu agricole et les milieux naturels. Sur l'axe vertical, on retrouve l'affinité. Plus l'affinité est élevée, plus l'insecte va vers ce milieu naturellement. Plus l'affinité est faible, moins l'insecte va vers ce milieu. Les points noirs, comme le dit la légende, représentent les affinités pour les taxons communs, c'est-à-dire les insectes qu'on trouve le plus régulièrement. Les points blancs représentent les taxons peu fréquents, c'est-à-dire les insectes rares. On remarque qu'en milieu urbain, l'affinité est plutôt négative. Les insectes communs, finalement, préfèrent les milieux agricoles ou les milieux naturels. On remarque que c'est pour les insectes rares que le milieu urbain est le plus hostile. Ces insectes rares quittent complètement les villes et préfèrent très largement les milieux naturels. Donc l'enjeu va être non seulement de ramener les insectes communs dans les villes, mais surtout de ramener les insectes rares qui préfèrent très largement les milieux naturels. En conclusion, nous pouvons dire que les activités humaines peuvent avoir un effet négatif sur la biodiversité. Par exemple, l'urbanisation, la construction des villes, a pour conséquence la disparition de certaines espèces vivantes. On dit que la biodiversité diminue. La biodiversité est utile pour les activités humaines. Par exemple, la diversité des insectes pollinisateurs est utile à l'homme car elle permet la reproduction sexuée des plantes. Autre constat, on utilise encore peu les circuits courts. Et finalement, quel est le problème de ne pas utiliser de circuits courts ? Acheter local en circuit court, c'est ce que nous dit la FAO. En achetant des produits locaux, votre famille soutient les entreprises du voisinage et réduit son empreinte alimentaire en évitant par exemple que les camions parcourent de longues distances. On comprend qu'un circuit court
est le parcours entre un aliment d'un agriculteur local vers un consommateur de la région. Cela exclut tous les aliments qui proviennent d'autres pays et même parfois de l'autre bout du monde. Pourquoi il faut éviter d'acheter des aliments qui viennent d'autres pays? Ces aliments sont transportés, souvent par camion. Ce graphique montre que les poids lourds émettent 21% des gaz à effet de serre que l'on trouve dans la région Île-de-France. Cela représente 3020 kilotonnes de gaz à effet de serre. Alors, quel est le problème posé par ces gaz à effet de serre? Ce graphique présente les anomalies des températures en fonction du temps, de 1850 jusqu'à 2020. On remarque que ces températures augmentent dans un temps relativement court, seulement 2 siècles. Cette augmentation des températures est donc nécessairement liée à une cause humaine, l'augmentation des gaz à effet de serre. Alors pourquoi des gaz à effet de serre augmentent les températures? Petit rappel, l'énergie solaire réchauffe la surface de la Terre. Les rayons sont renvoyés vers l'espace. Au cours de leur trajet, ils rencontrent les gaz à effet de serre. Ces gaz à effet de serre ne laissent passer qu'une toute petite partie des rayons vers l'espace. La majorité des rayons infrarouges sont conservés et sont renvoyés vers la surface de la Terre. Comme dans la serre d'un agriculteur, où les rayons rentrent par les surfaces vitrées et sont sans cesse ramenés vers le sol. Les rayons sont donc bloqués sur Terre, ils réchauffent la surface de la Terre. Cet effet de serre est naturel. Ces gaz à effet de serre ont toujours été présents. Cela réchauffe la Terre et cela permet à la vie d'exister. Sans cet effet de serre, il n'y aurait pas de vie, il ferait trop froid sur la surface de la Terre. Cependant, les activités humaines, comme vous voyez, rejettent d'autres gaz à effet de serre. Il y a donc de plus en plus de gaz à effet de serre. La chaleur est donc de plus en plus maintenue sur Terre. Il y a donc une augmentation de l'effet de serre naturel. Cette augmentation de l'effet de serre naturel est la cause du réchauffement climatique. Bilan. Les activités humaines, comme le transport routier, émettent du dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Ce gaz augmente l'effet de serre naturel. On l'appelle donc gaz à effet de serre. Cette augmentation de l'effet de serre naturel est appelée réchauffement climatique. Faisons quelques rappels sur le réchauffement climatique. On vient de voir le schéma juste avant. Les rayonnements du Soleil réchauffent la surface de la Terre. Les rayons sont renvoyés vers l'espace lorsqu'ils arrivent à la surface de la Terre. Cependant, la planète Terre est enveloppée par des gaz qui emprisonnent les rayons renvoyés vers l'espace et qui les renvoient à nouveau vers la surface. La chaleur est alors emprisonnée sur Terre. C'est le même mécanisme que celui qui réchauffe la serre d'un agriculteur. C'est pour cela qu'on parle d'effet de serre. Cet effet de serre naturel est indispensable à la vie. Sans lui, il ferait trop froid sur Terre pour que la vie soit possible. En revanche, une augmentation de l'effet de serre change le climat et nous verrons les conséquences de ce changement climatique. Je vous propose un bilan de la première partie, un bilan du constat que nous avons pu faire sur l'agriculture en Île-de-France. Nous avons vu que l'homme exploite une ressource naturelle, le sol. À travers ce travail, nous avons pu découvrir plusieurs enjeux de l'exploitation du sol. Alors, qu'est-ce qu'un enjeu ?
Un enjeu, c'est ce que l'on peut perdre ou gagner. C'est-à-dire qu'en exploitant le sol, on peut perdre ou gagner. Voici justement quelques enjeux. L'utilisation des sols par l'agriculture permet de répondre aux besoins en nourriture de l'homme. C'est donc un enjeu plutôt positif. En revanche, la pollution des sols a un effet sur les êtres vivants. Donc, par le biais de l'agriculture, par les différentes activités industrielles, finalement, on va polluer ce sol, même si des mesures pour dépolluer ou éviter la pollution sont prises. Et enfin, l'agriculture, donc qui est plutôt positive, qui sert à nourrir les hommes, émet des gaz à effet de serre, notamment lorsqu'on transporte les aliments. Cela contribue au réchauffement climatique. Donc nous voyons que pour nourrir l'humanité, ce qui est plutôt quelque chose de positif, il va falloir faire attention à la pollution, au réchauffement climatique. Pour éviter le réchauffement climatique, pour éviter la pollution, il va y avoir des choix à faire. C'est l'objet de la deuxième partie de notre travail. Un des objectifs des Jeux Olympiques, du village olympique, c'est justement de mieux valoriser les différentes ressources. Par exemple, on veut, au niveau du village olympique, fixer des niveaux d'exigence élevés, notamment en matière de principes constructifs et d'approvisionnement énergétique, de gestion de l'eau, de biodiversité, d'agriculture urbaine et de mobilité. Nous parlons, dans le village olympique, d'agriculture urbaine. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est toute l'agriculture que l'on peut faire sur les toits, sur les terrasses, dans les caves, dans les jardins. Nous allons voir justement les avantages de cette agriculture urbaine. Dans les potagers, par exemple, on peut valoriser les biodéchets. On peut aussi le faire, pourquoi pas, dans une cuisine, en faisant nous-mêmes notre propre compost. On peut aussi valoriser les déchets. Avec les palettes qui servent à transporter les matériaux, on peut faire des potagers, on peut faire des bacs à compost, par exemple. La production hors sol, par exemple, produire sur un toit, a plusieurs avantages. Faible consommation d'eau, meilleure production, moins de pesticides, et la consommation est évidemment locale. L'agriculture sur les toits, les caves, les balcons permet de réhabiliter, de réutiliser les bâtiments abandonnés, permet d'utiliser la chaleur des bâtiments pour chauffer les serres par exemple. Cela permet également de remplacer des champs qui ont disparu, champs que les villes ont remplacés. L'agriculture urbaine que l'on veut mettre en place au niveau du village olympique permet également aux habitants d'avoir une véritable réflexion autour de leur alimentation. Certains vont sûrement changer de régime alimentaire. Ils vont manger plus de fruits, plus d'aliments issus de l'agriculture biologique. Ils vont limiter le gaspillage. L'agriculture urbaine va aussi avoir un autre avantage. Au niveau du village olympique, on veut végétaliser la ville. Ces végétaux vont former des vrais îlots de fraîcheur, notamment partant de canicules. Et enfin, autre avantage de l'agriculture urbaine que l'on veut mettre en place dans le village olympique, c'est le lien social. Nous sommes plusieurs à utiliser un même potager, un bien commun. N'oublions pas que l'agriculture urbaine a également un bienfait pour l'activité physique. En effet, lorsqu'on cultive son potager, eh bien, le jardinage est une véritable activité physique qui, en même temps, permet un lien social. Bilan. La biodiversité dans les villes, on l'a vu, est réduite. Cependant, l'agriculture urbaine a plusieurs effets positifs. Déjà, l'agriculture urbaine permet d'atténuer les effets, c'est-à-dire de réduire le problème sur la biodiversité. On utilise moins de pesticides,
grâce à l'agriculture hors sol, sur les toits, ce qui ne tue plus les insectes pollinisateurs. On réduit donc l'impact négatif des villes sur la biodiversité. On peut aussi prévenir les effets. En effet, la valorisation des biodéchets, par le compost par exemple, permet d'éviter une accumulation des déchets à venir et permet de servir d'engrais naturel aux végétaux, engrais dont on aura besoin plus tard. Et enfin, l'agriculture urbaine permet de réhabiliter la biodiversité. La végétalisation des villes permet un retour des insectes pollinisateurs qui avaient disparu. Voyons quels sont les choix possibles et quelles sont les conséquences. Cet article du Monde présente 3 types d'agriculture: l'agriculture biologique, l'agriculture raisonnée et l'agriculture intensive. Je vous propose dans ce tableau de comparer les avantages et les inconvénients de chaque type d'agriculture. Tout d'abord, l'agriculture biologique présente un avantage. Elle respecte l'environnement, il n'y a pas de pollution des sols, et elle respecte le bien-être des animaux. En revanche, il y a aussi des inconvénients. Lorsqu'on pratique l'agriculture biologique, l'agriculteur doit être présent tout le temps. Il doit faire très attention à l'arrivée d'un insecte qui pourrait ravager sa culture. Il doit faire très attention au bien-être de ses animaux. C'est pourquoi elle est peu développée. De plus, l'investissement de l'agriculteur a un prix élevé et elle produit des faibles rendements, donc des faibles quantités de nourriture. On ne pourrait pas nourrir tout le monde uniquement avec l'agriculture biologique. L'agriculture intensive permet de produire à grande échelle, avec des rendements très importants. On produit énormément de nourriture, avec des champs immenses par exemple, ou de très très grands élevages d'animaux. Elle a des inconvénients tout aussi grands. Cette agriculture intensive va polluer les eaux à cause des engrais chimiques. Il va y avoir une érosion des sols, c'est-à-dire que les sols peu à peu vont disparaître, ils vont être emmenés par l'eau vers les rivières, et donc va disparaître petit à petit. Et il y a également une perte de faune et de flore. Les pesticides vont tuer les animaux. Le fait qu'on arrache les haies entre les champs va également tuer les végétaux de ces haies, mais les animaux qui s'y cachaient. Un type d'agriculture intermédiaire existe, c'est l'agriculture raisonnée. Cette agriculture raisonnée va respecter l'environnement, elle respecte les sols, elle respecte le climat, elle respecte le bien-être animal, mais cependant les rendements sont plus importants, donc on va pouvoir nourrir plus de monde qu'avec l'agriculture biologique. Il y a tout de même des inconvénients. L'agriculture raisonnée va utiliser un peu d'engrais chimiques et un petit peu de pesticides. Et elle est un peu plus chère aussi que l'agriculture intensive. Cela reste un bon compromis entre l'agriculture biologique et l'agriculture intensive. Bilan. Il existe plusieurs manières d'exploiter le sol pour les besoins en nourriture des humains. L'agriculture biologique, elle respecte l'environnement, mais il y a des faibles rendements. On nourrit peu de monde avec l'agriculture biologique. L'agriculture raisonnée, elle respecte l'environnement un petit peu moins, mais les rendements sont plus importants. On peut nourrir plus de monde. Et enfin, l'agriculture intensive ne respecte pas l'environnement, mais les rendements sont très importants et proposent de la nourriture très peu chère. Chacun de ces types d'agriculture présente donc des bénéfices, des aspects positifs, mais aussi des risques pour les écosystèmes, comme pour les êtres humains. Il faut connaître tous ces bénéfices, toutes les choses positives que l'agriculture apporte, mais aussi tous les risques pour faire son choix entre l'agriculture biologique, raisonnée ou intensive. Les choix peuvent être individuels ou collectifs. Voici un ensemble de pictogrammes que l'on peut retrouver sur les aliments. Le pictogramme présentant l'agriculture biologique, la biocohérence, nature et progrès,
haute valeur environnementale, Déméter, etc. Tous ces logos peuvent aider le consommateur à faire son choix en magasin. Lorsqu'on choisit un produit en fonction de son logo, c'est donc un choix individuel. Dans un monde où un tiers des aliments produits est jeté, la France est à l'avant-garde des politiques de lutte contre le gaspillage. En effet, la loi alimentation rend obligatoire d'ici le 1er juillet 2021 les doggy bags dans les restaurants. De même, une loi propose de sortir du glyphosate d'ici la fin 2020. Ces deux actions ne pourraient pas être menées par un citoyen seul. Ce n'est donc pas un choix individuel. Ces lois sont rédigées, sont votées par des décideurs politiques. Et ces décideurs politiques sont élus et représentent tous les citoyens. Ce sont donc des choix collectifs. Ici, la FAO propose aux consommateurs de ne plus acheter trop de nourriture. Donc, n'achetez pas plus de nourriture que ce qui est nécessaire en planifiant vos repas, en faisant des listes de courses détaillées et en achetant plus fréquemment et en moindre quantité à chaque fois. La FAO propose également de conserver les aliments correctement, que ce soit dans des récipients hermétiques ou des réfrigérateurs. Et enfin, la FAO propose aux consommateurs de bien lire les dates d'expiration des produits et ne pas nécessairement les respecter rigoureusement. Tout cela permet de ne pas gaspiller. Ces 3 conseils sont donnés aux consommateurs. En effet, chacun d'entre nous peut faire ces choix-là. Ce sont donc des choix individuels. La FAO propose aux décideurs politiques de définir des objectifs contraignants de réduction du gaspillage alimentaire, de décourager le déversement des déchets alimentaires dans les décharges et de financer ou d'élaborer des campagnes de sensibilisation pour réduire le gaspillage alimentaire. Ces 3 conseils ne pourraient pas être appliqués par un seul citoyen. Ils doivent être appliqués par des entreprises et donc ces entreprises ne peuvent être contraintes que par des lois qui sont prises par les décideurs politiques qui sont élus et qui représentent tout le peuple. Ce sont donc des choix collectifs. Si nous résumons, afin de protéger l'environnement, des choix peuvent être faits. Ces choix peuvent être individuels, chaque citoyen peut faire ses choix, comme conserver les aliments correctement, ne pas acheter plus de nourriture que nécessaire. Ces choix peuvent être également collectifs. Ces choix sont mis en place par un décideur politique qui représente tous les citoyens. Par exemple, il peut choisir d'interdire aux grandes surfaces de jeter les produits invendus. Nous avons vu dans une première partie le constat actuel. Nous avons vu dans une deuxième partie qu'il existait plusieurs choix, que ces choix pouvaient être individuels ou collectifs. Voyons dans une troisième et dernière partie à quoi pourrait ressembler l'agriculture de demain. Pour cela, nous allons nous poser la question, comment produire plus vite et de meilleure qualité, et tout cela de manière durable. Durable signifie que les sols ne vont pas être abîmés, que les sols ne vont pas être pollués. On pourra donc produire des aliments aujourd'hui, mais les générations futures pourront également utiliser ces sols. Le site écologique-solidaire.gouv.fr propose, par exemple, le long des cours d'eau, de maintenir des bandes de culture non traitées, de 5 mètres de large. Cela veut dire qu'on ne met pas de produits chimiques près des cours d'eau. Ces produits chimiques n'iront pas donc polluer les cours d'eau. Ce site propose également de rajouter des haies, des étangs, des arbres isolés. Les étangs permettent d'avoir des végétaux qui sont spécifiques aux étangs, comme les nénuphars. On peut également avoir des animaux, comme les poissons. On va avoir des insectes qui vont vivre dans ces étangs.
des oiseaux qui vont être attirés par ces insectes. On propose également de mettre des haies. Ces haies, non seulement ce sont des végétaux, mais c'est aussi un lieu dans lequel vont se réfugier des animaux. On propose également de rajouter des prairies permanentes. Dans une prairie, il y a différents types de fleurs. Ces différents types de fleurs vont attirer différents insectes pollinisateurs. On propose également la réduction de l'usage des produits phytosanitaires, donc les produits qui tuent les insectes. Et on propose de maximiser la fonction de fixation du carbone et de réduire au maximum les émissions de carbone. En effet, vous l'avez vu en sixième, les végétaux fixent le carbone. Ils prennent le dioxyde de carbone de l'atmosphère et ils l'utilisent pour fabriquer leur matière. On propose également de réduire les émissions de dioxyde de carbone en limitant l'usage des intrants, c'est-à-dire tous les produits qu'on va apporter dans le champ. En conclusion, on peut dire que l'agriculture permet de produire de la biomasse, la masse de matière vivante, les végétaux par exemple. La production de cette biomasse est renouvelable. Elle ne met que quelques mois ou quelques années à se reformer. Par exemple, si on coupe le blé dans un champ, l'année suivante, il y a à nouveau du blé dans ce champ. Cependant, si nous utilisons trop d'engrais chimiques, trop de pesticides, dans quelques années, la biomasse se renouvellera moins vite, car les sols ne seront plus de bonne qualité. Et l'absence de biodiversité pénalisera la production de végétaux. On l'a vu, s'il y a moins d'insectes pollinisateurs, par exemple, les végétaux ne pourront plus se reproduire. Le respect de la biodiversité et de la qualité des sols limite la vitesse de production de la biomasse. On l'a vu, moins on va mettre d'engrais chimiques, moins on va produire d'énormes quantités de végétaux. Mais en revanche, cela permet de produire de manière plus durable. On ne va pas polluer les sols, on ne va pas épuiser les sols. Les générations futures pourront donc se nourrir. Une exploitation raisonnée permet donc de produire de la nourriture pour tous les citoyens, aujourd'hui, mais aussi pour les générations à venir. Au cours de notre travail sur le village olympique, nous avons vu qu'il y avait de nombreuses personnes à nourrir à Paris en 2024. Il va falloir donc intensifier l'agriculture. Or, intensifier l'agriculture risque de polluer les sols, risque d'augmenter la quantité de gaz à effet de serre. Nous avons vu qu'il y avait des choix possibles pour éviter cela. Nous avons vu qu'il existait plusieurs types d'agriculture, intensive, raisonnée, biologique. Nous avons vu que pour éviter cela, il y avait également des choix à faire, des choix individuels, des choix collectifs. Enfin, nous avons pu découvrir un modèle d'agriculture pour demain, un modèle d'agriculture à la fois qui permet de nourrir tout le monde, mais aussi qui permet de respecter l'environnement. Cette agriculture est donc durable. En effet, on peut à la fois nourrir les habitants du village olympique aujourd'hui, mais on pourra aussi nourrir les générations futures. C'est pourquoi les Jeux olympiques de Paris 2024 sont sous le signe du développement durable.